Alors, avec le retour attendu des beaux jours et un peu de chaleur, les terrasses vont recommencer à fleurir pour le bonheur des amateurs de petits crèmes ou d'apéro en fin de journée. Bonjour Émilie, Bonjour David. dont vous faites partie comme chacun sait. Évidemment. Ces lieux participent au charme et la convivialité d'un quartier. Mais si on se place maintenant du point de vue, et il faut le faire, du marché immobilier, est-ce que ça donne de la valeur à un bien quand on est situé à proximité d'un bar ou d'une terrasse? C'est vrai qu'une terrasse de café ou de resto, tout de suite, ça apporte de la vie, hein, vous le disiez, de l'ambiance à un quartier, mais quand même attention aussi aux nuisances des riverains. Et c'est justement ce qu'a regardé une étude de Se Loger en partenariat avec l'Institut YouGov. Alors, ils ont regardé concrètement deux choses. Comment les futurs acquéreurs se positionnent par rapport à ces fameuses terrasses, et puis surtout, quel impact ces lieux de vie ont donc sur le marché immobilier local. Bon, si on se place maintenant Émilie, du point de vue de l'acquéreur, pour eux, c'est comme un atout d'avoir une terrasse à proximité. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, il faut savoir que les 2/3 des futurs acquéreurs sont très attentifs au voisinage quand ils visitent un bien. Donc, ils vont évidemment inspecter les alentours et tout de suite repérer s'il y a une terrasse de café ou de resto. Alors, une fois identifié, la question, c'est est-ce qu'ils vont l'envisager comme un atout ou comme un handicap? J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu au cas par cas. Alors, sans vouloir caricaturer, c'est vrai que, par exemple, un célibataire va plutôt voir cette terrasse d'un bon œil, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des familles avec enfants. 76% des familles avec enfants se disent méfiants. Oui, évidemment, à cause du bruit, on dit que c'est pas très cool quand on a un enfant à faire dormir. Exactement. Alors, ils sont en tout 66% à redouter ces fameuses nuisances sonores. Arrive ensuite la peur des mauvaises odeurs et de la saleté pour 51% des sondés. Et puis, Se Loger a posé la question non pas aux futurs acquéreurs, mais aux ménages qui n'ont pas de perspective d'achat. Et résultat, un Français sur 4 boycotterait un bien situé près d'un bar ou d'un resto s'il devait déménager, justement à cause de ces fameux bruits, odeurs et saleté. À titre de comparaison, ils ne sont que 15% à boycotter un bien près d'une éolienne et 13% à boycotter un bien près d'un cimetière. Bon, maintenant, la question patrimoniale. D'un point de vue patrimonial, oui, c'est ça qui nous intéresse. Oui. Alors, il semblerait que toutes ces craintes dont on a parlé, elles sont un peu moins fondées si on se place d'un point de vue patrimonial. Alors, toujours selon Se Loger, les biens proches d'un bar, d'un pub ou d'un resto, toujours avec terrasse, se vendent en moyenne plus cher. Mais alors, attention, ça va dépendre où on se trouve. C'est surtout flagrant dans les villes moyennes. Un logement situé dans un rayon de 50 mètres bénéficie, donc de 50 mètres d'une terrasse ou d'un resto ou d'un bar, bénéficie d'une surcote de 3,5%, donc c'est quand même pas mal. Ce qui est quand même assez logique aussi, car les cafés et les restos sont en général situés dans l'hypercentre, qui est souvent très recherché dans les villes de taille moyenne, puisqu'évidemment, c'est synonyme de vie de quartier, ce qui implique donc une valorisation immobilière plus forte. En tout cas, c'est ce que nous dit Se Loger dans son étude. Et dans les villes qui sont de plus grande taille? Alors là, effectivement, les cafés et les restos, ils sont beaucoup moins marginaux, donc moins cotés. Donc Se Loger a regardé d'ailleurs dans les 10 plus grandes villes de France, eh bien la surcote, elle n'est que de 2,3% versus 3,5% pour les villes moyennes, et elle n'est que de 1% pour Paris. Voilà, méga surcote, ce qui n'était pas une évidence a priori. Donc il faut prendre en compte finalement, Émilie, en résumant un petit peu les spécificités de chaque ville. Oui, et même à l'intérieur d'une ville, il y a aussi des spécificités à prendre en compte, parce qu'évidemment, dans une même ville, vous pourrez avoir des rues familiales, accueillantes, avec des cafés, des brasseries appréciées des riverains, et puis à quelques encablures, ce qu'on appelle des rues de la soif, nettement moins attrayantes, synonyme de nuisance et de tapage nocturne. Je vous fais pas un dessin, David, les premières sont nettement plus valorisées que les secondes. Oui, et pour illustrer tout ça, et on finit là-dessus, Se Loger cite l'exemple d'une rue, c'est à Rennes, c'est ça? Alors c'est à Rennes, exactement, c'est la rue Saint-Michel, qui est en plein centre historique de Rennes. Elle est proche du métro, elle est près de la place d'Élise, qui est une place très recherchée, notamment avec son marché tous les samedis matins, qui est très réputé. Donc sur le papier, elle coche toutes les cases, et pourtant, les biens situés dans cette rue sont 10% moins élevés que dans le reste du quartier, ce qui paraît assez bizarre, mais en fait c'est parce que cette rue regorge de bars et de restos. La rue Saint-Michel est un haut lieu de la vie étudiante rennaise. Il paraît que c'est même la ville la plus dense en bars du pays, donc c'est peu dire, mais tout n'est peut-être pas à mettre sur le dos des bars, car il faut savoir que la rue Saint-Michel est en fait en cours de réhabilitation, donc ce qui explique peut-être cette décote. Et donc en tout cas, pour résumer, si vous êtes investisseur et que vous êtes allergique au bruit, il vaut mieux effectivement bien se renseigner sur le quartier, venir visiter votre bien le jour, mais aussi la nuit. La rue de la soif. Exactement. Je ne connaissais pas ça. La rue Saint-Michel, rue de la soif. Merci Émilie. Merci David, bon week-end.